Imaginez un duel au sommet dans l'arène éternelle du Foro Italico. Ce dimanche, la finale du Masters 1000 de Rome opposera Jannik Sinner à Carlos Alcaraz. On en est déjà au 11e affrontement entre ces deux titans, mais seulement leur 3e finale après UMAG 2022 et Pékin 2024. Et jamais encore face à face pour un titre de cette envergure. L'Espagnol reste sur 3 victoires consécutives et demeure depuis le 2 octobre 2024 le dernier joueur à avoir fait plier l'Italien. Pour Sinner, Rome prend la tournure d'une renaissance. C'est son tournoi de reprise après sa suspension pour négligence de son staff. Pour Alcaraz, c'est le retour sur le court après une blessure à l'adducteur droit qui l'a contraint à renoncer à Madrid. À une semaine de Roland-Garros, cette finale devient un véritable test de feu qui enverra le signal le plus puissant avant le début du 2e major de l'année. Vous pensez connaître l'issue? Attendez de voir ce qu'il va se passer. Sinner contre Alcaraz, c'est la rivalité qu'on a envie de voir et revoir. La glace contre le feu, une opposition de style et de caractère. Cette finale à Rome sera leur 11e affrontement en 4 ans. À titre de comparaison, cela représente un quart des face-à-face entre Federer et Nadal qu'ils ont pu disputer en 15 ans. Même si cette rivalité a commencé en 2019 au Challenger d'Alicante, c'est bien en 2021 que les deux joueurs ont croisé le fer pour la première fois sur le circuit principal. C'était au Rolex Paris Masters et ça a commencé par une victoire en 2-7 de l'Espagnol. Et ensuite, il y a eu une alternance, un coup l'un et un coup l'autre. 2 victoires de Sinner, puis 2 victoires d'Alcaraz, ensuite encore 2 victoires de l'Italien, et là on est sur une série de 3 victoires consécutives de la part de l'Espagnol. Il s'agira seulement de la 3e finale entre les deux joueurs. La première, c'était à UMAG en 2022 sur un 250. Ensuite, en 2024, on a eu celle de Pékin dans un ATP 500. Et désormais, on a enfin notre finale dans un Masters 1000 en espérant qu'il ne faudra pas attendre 2026 pour voir les deux croiser le fer en finale de majeur. Comme mentionné en début de vidéo, Jannik Sinner n'a plus perdu depuis le 2 octobre 2024 en finale de Pékin contre Carlos Alcaraz. Depuis, 26 victoires consécutives, dont 11 contre des membres du top 10 où il n'aura concédé aucun set, juste ça. Victorieux des 2 derniers majeurs, il signe son retour chez lui à Rome, un retour parce qu'il a été suspendu 3 mois suite à négligence de son staff. Inutile de revenir sur l'affaire Clostebol. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est revenu comme s'il n'avait jamais été absent. On l'a vu légèrement plus développé au niveau du haut du corps. Et là où le défi est quand même de taille, c'est que la terre battue, c'est l'une de ses moins bonnes surfaces, 69% de victoire en carrière, soit 10% de moins que sur dur. Et pourquoi c'est sa moins bonne surface? Étant donné que ce qui fait sa force sur dur, là est atténué sur terre battue. Déjà au niveau de la dynamique, service-retour, forcément la terre battue c'est plus lent, donc il va moins dominer avec son service et également à la relance. Derrière, au niveau de son jeu linéaire, la terre battue, c'est plutôt une surface où la créativité prime, la construction du point va vraiment être à l'honneur. Là où Jannik Sinner, il joue en contre, il a toujours un petit peu la même qualité de balle, ce qui fait que sur terre battue, ça peut être problématique, lui qui ne va pas profiter de ce rebond un petit peu plus haut, de cette balle qui gicle. Après, son fond de commerce à lui, c'est quoi? C'est d'asphyxier ses adversaires, de prendre la balle extrêmement tôt et ensuite de faire l'échange en 3-4 coups. Mais sur terre battue, c'est plus lent, donc les échanges vont s'étirer. Et cette force d'asphyxier ses adversaires, derrière, la balle va revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et forcément, ça va accroître ses chances de commettre des fautes. Et enfin, la conséquence de tout ça, avec cette surface lente, comme les échanges sont plus longs, Jannik Sinner, il va être testé physiquement, et là, la répétition de l'effort, c'est là que ça peut être compliqué pour lui. Au-delà de ses considérations techniques, on pouvait avoir des doutes quant à sa reprise par rapport à ce qu'il a traversé, comment il allait réagir, et là encore, je suis impressionné, parce qu'il a montré beaucoup de calme, de froideur, même si ça doit bouillir dans sa tête, mais il est revenu vraiment comme si de rien n'était. Son parcours en plus, loin d'être une partie de plaisir, sachant que ça a été Navone au premier tour, ensuite De Jong, Cherundolo, Casper Ruud et enfin Tommy Paul en demi-finale. Juste pour poser le cadre, Navone l'Argentin, même s'il ne fait pas une excellente saison 2025, il avait quand même disputé 15 matchs sur terre battue avant de croiser le fer contre Jannik Sinner. Là, c'est une victoire en 2-7 de la part de l'Italien, un profil qui peut être extrêmement dangereux, même si vraiment la panoplie offensive de Jannik Sinner a vraiment fait la différence par rapport à Navone, qui lui n'a pas trop d'armes pour attaquer son adversaire, même si on a vu, au niveau de ses déplacements, peut-être Jannik Sinner qui devait trouver un petit peu ses repères également côté coup droit où il a beaucoup donné, fait beaucoup de fautes directes, mais derrière, avec sa qualité de retour, son service et côté revers aussi, il a réussi à faire imploser son adversaire. Cherundolo, lui, contrairement à Navone, il fait une excellente saison 2025, 70% de victoires, dont 72% sur terre battue. Et si je te cite un petit peu ses performances notables sur ocre cette saison, c'est quand même
une finale à Buenos Aires, un quart à Rio, une demi à Santiago, une demi à Munich, une demi à Madrid, et là encore, une victoire en 2-7 de Yannick Sinner, même s'il y a eu un moment de flottement dans le premier set, où l'Italien va rapidement se détacher, il va se faire débreaker immédiatement. Mais ensuite, Cherundolo a craqué, notamment dans le tie-break. Il va commettre de vilaines fautes. On a vu Yannick Sinner qui arrivait à installer le jeu dans la diagonale revers, là où l'Argentin est un petit peu plus friable. Et il n'a pas su faire la différence avec son service plus simple. Francesco Cherundolo, sa force principale, c'est de pouvoir essayer de dominer un petit peu cette dynamique coup droit en provoquant des fautes de son adversaire. Mais là encore, l'Italien, il a su trouver autant de fois le revers que le coup droit. On est sur du 50-50, ce qui fait que Cherundolo n'a pas pu tourner autour de son revers comme il le voulait. Et forcément, il s'expose. Et derrière, c'est de vilaines fautes pour ce compartiment faible chez lui. Et enfin, il y a eu cette démantala contre Casper Ruud. Là encore, le Norvégien était sur 9 victoires de suite. Il avait décroché son premier sacre en Masters 1000 à Madrid. Et pourtant, Yannick Sinner a été incroyable dans cette partie. Il a concédé seulement un jeu, béni après sa rencontre avec le pape. À chaque jeu, en plus, il a eu des opportunités de breaker son adversaire, donc ça aurait pu faire 6-0, 6-0. On le sait, le match-up entre les deux joueurs, c'est compliqué parce que forcément, le Norvégien va souffrir sur son compartiment revers. Là encore, on l'a vu, Yannick Sinner réussir à parfaitement trouver cette diagonale revers et un Casper Ruud qui n'arrivait pas à tourner autour, à faire le jeu avec son côté coup droit. Il a eu quelques coups droits par-ci par-là, mais c'était bien trop timide pour vraiment inquiéter Yannick Sinner qui a fait sans doute son meilleur match de sa semaine. Alors oui, il y a eu toutes ces victoires convaincantes, sans oublier cette demi-finale contre Tommy Paul, mais attention à l'épiphénomène. Parce que pour le moment, Yannick Sinner il est quand même sur une phase de reprise, donc il a montré ponctuellement vraiment un très très gros niveau. Mais on va voir ce que ça donne dans un format plus long à Roland-Garros sur terre battue, parce que sur ces deux derniers sacres majeurs, il n'a jamais été testé physiquement, peut-être un petit peu contre le Rune, on l'a vu d'ailleurs grimacer, mais là, sur un grand chelem, sur terre battue, où vraiment chaque match peut être un énorme combat, je demande à voir, pour voir cette répétition des efforts, s'il arrive toujours à maintenir ce niveau plancher très élevé, ou si au contraire, ça peut s'effriter avec la durée. Carlos Alcaraz signait lui aussi également son retour à Rome, blessé en finale de Barcelone où il était sur une série de 9 victoires consécutives sur terre battue. Il avait eu ce sacre à Monte-Carlo. On l'a senti un petit peu fragilisé en finale à Barcelone. Derrière, c'était l'adducteur droit qui a pris et aussi cette incapacité à pouvoir enchaîner sur la durée comme un Nadal dans ses belles années. Là encore, ça fait une saison sur terre battue où Carlos Alcaraz il a eu des petits pépins physiques, mais il est revenu à Rome dans de bonnes dispositions. Et ce qui m'impressionne le plus avec l'Espagnol, c'est le fait qu'il a encore une marge de progression assez conséquente parce qu'il est loin d'avoir déployé son meilleur tennis. Honnêtement, je pense que sur la plupart de ses matchs sur terre battue, son niveau était assez proche de ce qu'il a pu développer à Miami contre David Goffin, match où il s'est incliné en 3-7. Et pourtant, là, il gagne quasiment tous ses matchs, l'Espagnol sur terre. C'est là qu'on voit la différence par rapport à cette surface où il arrive parfaitement à s'exprimer. On passe de victoires un petit peu surprenantes, on passe de défaites surprenantes à des victoires à l'arraché. Et ça fait tout. Le capital confiance augmente. Pourquoi? Parce que Carlos Alcaraz, il a quand même une panoplie qui lui permettent de briller sur terre battue, notamment sur la construction des points, sur sa créativité. Mais sa principale arme, c'est son coup droit, une arme offensive sur une surface lente comme celle-ci, qui arrive à traverser n'importe quelle défense adverse. On peut également parler de la qualité de ses déplacements, que ce soit ses déplacements latéraux ou de l'arrière vers l'avant, ses amortis, ou après avoir fait reculer ses adversaires avec son énorme coup droit, il peut distiller la petite amortie, où là, quasiment, c'est le point systématiquement. Côté revers, ses lacunes sont un petit peu atténuées, où il arrive à trouver beaucoup de hauteur justement pour ensuite tourner autour et attaquer avec son coup droit. Et comme son coup droit est son arme principale, c'est pourquoi cette blessure aux adducteurs est moins impactante que celle qu'il avait pu contracter l'an dernier à l'avant-bras, où on l'a vu avec son énorme bandage à Roland-Garros. D'ailleurs, ça n'a pas empêché derrière de rafler le titre. Mais quand on dépend comme ça de son coup droit, forcément, une blessure à ce niveau-là est beaucoup plus contraignante, alors que sur le bas du corps, il faut retrouver la confiance au niveau de ses déplacements, mais ça peut aller très vite. Son parcours, pas de tout repos, Lajovic, Djere, Khachanov, Draper et Musetti. On a Djere qui a mené 2 fois dans le premier set avant de s'écrouler et de commettre de vilaines fautes. Son gros match, ça a été vraiment contre Karen Khachanov, le russe qui ne lui avait jamais pris un set. Là, il a réussi à vraiment en prendre un à l'Espagnol. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques erreurs tactiques de la part de Carlitos dans ce match. Déjà, avec sa position très rapprochée à la relance, ce qui a donné pas mal de points gratuits à son adversaire. Il n'a pas l'habitude, Carlos Alcaraz, d'essayer de raccourcir ses préparations, d'agresser dès le retour, d'autant plus qu'avec sa couverture de terrain, il peut se permettre de reculer comme Rafa à l'époque et justement derrière faire la différence avec ses balles très bombées pour regagner du terrain.
Ensuite, on l'a vu pas mal varier au service, où il s'est pas mal exposé sur sa seconde balle et où Khachanov vraiment s'est régalé. Dans la diagonale Robert, il s'est fait entraîner dans le rythme de son adversaire, qui est un jeu très tendu, très linéaire, très compact. Là où Carlos Alcaraz aurait dû distiller un petit peu plus de variation de hauteur, justement pour perturber le rythme de Khachanov. Au contraire, il a voulu jouer en cadence dans ce compartiment de jeu-là, ce qui fait que Khachanov a eu quelques beaux points dans cette diagonale avec des fautes de son adversaire. Et également côté coup droit où c'était un jour assez moyen, mais finalement c'est quand même l'Espagnol qui s'impose parce qu'il a été plus réaliste et également ses compétences athlétiques défensives ont fait la différence dans ce match. Derrière, il a pu prendre sa revanche contre Jack Draper en 2-7, 6-4, 6-4. Comme ça, on pourrait se dire que ça a été un match tranquille pour l'Espagnol. Et pourtant, le Britannique a mené 4-2 dans le premier set avant de perdre les autres jeux suivants de cette première manche. Et surtout, dans le deuxième set, tous les jeux jusqu'à 4 partout sont disputés sur le service de l'Espagnol. Là où Jack Draper va avoir des jeux plutôt tranquilles, ce qui fait qu'on a un Britannique qui a complètement manqué de réalisme, parce que ça fait 4 balles de break converties sur 4 pour Carlos Alcaraz, contre 2 sur 8 pour Draper. Donc là, on a vu la différence que ça se fait un petit peu sur les moments chauds, la confiance forcément de l'Espagnol parle. Et après, sur cette surface, je trouve qu'en termes d'armes offensives, le coup droit de Jack Draper est moins impactant que celui de Carlos Alcaraz. C'est vraiment un coup droit qui s'appuie sur la balle de son adversaire, mais vraiment pour justement faire la différence sur une surface lente, c'est un petit peu plus compliqué. Et côté revers, je trouve qu'il n'a pas suffisamment attaqué long de ligne. Là encore, Carlos Alcaraz a réussi à bien masquer. On pourra noter également le fait que côté égalité, le service extérieur d'Alcaraz a parfaitement fonctionné sur le revers de son adversaire, Jack Draper, qui se tenait assez loin de sa ligne et qui n'arrivait pas à empêcher le service plus sain de l'Espagnol. Et en demi-finale, il a mis fin à la belle semaine de Lorenzo Musetti, qui fait une saison extrêmement solide sur terre battue, sachant qu'à chaque fois sur les Masters 1000, il a au moins rallié les demi-finales. Et là, comme en finale de Monte Carlo, c'est l'Espagnol qui a pris le dessus sur le jeune Italien. Avant de parler de l'aspect tactique, si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Talk et on te raconte des histoires passionnantes autour du tennis. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur smack sur le bouton pour t'abonner. Et sur toutes ces vidéos, tu vois souvent Joris qui est en alternance sur notre média depuis la rentrée de septembre 2023. La première année, on a le droit à des aides de l'État pour financer justement cet apprentissage. Et la seconde année, ces aides disparaissent. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif pour que tu puisses nous soutenir. Il y a 2 formules qui ont été mises en place, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. Mais bien évidemment, toute donation à la hauteur de tes moyens et de façon ponctuelle est appréciée. Un grand merci à toi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette confrontation de style est toujours ultra intéressante. Si on regarde un petit peu tous les face-à-face, on constate que Carlos Alcaraz, globalement, il a l'avantage sur les surfaces un petit peu plus lentes. Et c'est normal par rapport aux forces et aux faiblesses des deux joueurs. Comme je te le disais, Sinner, il perd son avantage du service et du retour et surtout sa principale force contre Carlos Alcaraz sur des surfaces un petit peu plus rapides. C'est vraiment de pouvoir le prendre de vitesse avec cette balle qui revient très vite, très profonde, là où Carlos Alcaraz ne peut pas exprimer son service plus sain. Sauf que là encore, ça va disparaître ou du moins s'atténuer sur terre battue avec des conditions plus lentes. Également, l'importance du rebond, ce qui fait que Carlos Alcaraz, lui, peut se dépatouiller de ses phases de jeu où il n'est pas très à l'aise, notamment avec ses variations, sa créativité, varier les hauteurs, la profondeur pour perturber le rythme de Yannick Sinner. C'est exactement ce qu'on avait vu à Indian Wells il y a un an et également sur cette demi-finale à Roland-Garros l'an dernier. À Pékin, c'était un petit peu différent. On avait eu un Carlos Alcaraz qui avait pris de vitesse son adversaire en jouant beaucoup plus agressif. C'est assez rare, mais globalement, l'Espagnol, il a le schéma pour perturber un petit peu l'Italien sur une surface lente, sur terre battue. Va être d'apporter beaucoup de nuances à son jeu, notamment dans la diagonale coup droit. On sait, le coup droit, c'est vraiment la force de Carlos Alcaraz. Et il peut provoquer des fautes de son adversaire, notamment en changeant de rythme. Un coup, une balle un petit peu plus haute, plus bombée. Ensuite, l'attaquer de vitesse pour justement que Yannick Sinner ne s'adapte jamais à la qualité de balle de son adversaire. Sinner, il peut essayer de trouver des erreurs côté revers qui est un petit peu l'aile faible de Carlos Alcaraz, comme il l'a fait contre Cherundolo, comme il l'a fait contre Casper Ruud. Pour s'en sortir, l'Espagnol, lui, va devoir jouer des balles assez bombées pour faire reculer un petit peu Yannick Sinner et ensuite trouver son coup droit pour l'attaquer long de ligne. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place l'Italien dans ce match sur terre battue? Déjà au service, côté égalité, il y a le slice sortant qui marche bien, où Carlos Alcaraz, il a du mal à retourner, à voir la position qu'il va adopter à la relance, s'il se tient encore très près ou s'il recule justement pour se donner du temps supplémentaire. Au service, je pense qu'il y aura des breaks parce que le service de Carlos Alcaraz, c'est compliqué. On l'a vu d'ailleurs dans son match contre Jack Draper où il y a souvent des jeux à égalité. Là, on a vraiment une très bonne qualité de relance de la part de l'Italien, mais dans l'échange, voilà,
on sait que Carlos Alcaraz, il peut s'en sortir avec ces variations et ça va être à Yannick Sinner de pas vouloir agresser en permanence, notamment sur ses balles hautes, des fois d'un petit peu plus temporiser, justement pour trouver la bonne balle et pouvoir attaquer, rediriger. Le revers long de ligne, c'est une arme aussi, en installant l'échange dans la diagonale revers pour ensuite attaquer plein coup droit d'Espagnol. Au niveau du pronostic, à Pékin, Alcaraz, il avait mis fin aux 15 victoires consécutives de l'Italien. Et là, je donnerai l'avantage également à l'Espagnol pour mettre fin à cette nouvelle série d'invincibilité de l'Italien pour plusieurs raisons. Déjà que sur surface lente, il domine globalement un petit peu plus, il a l'avantage. Et surtout parce que Yannick Sinner est sur un retour quand même. Il faut quand même se rappeler que même s'il fait une très bonne semaine, mais il n'a pas encore pris tous ses repères et que là, Carlos Alcaraz va vraiment le tester physiquement sur un long match. Avec des hauts, des bas, je pense qu'on aura un match assez décousu parce que Carlos Alcaraz n'a pas été irréprochable sur cette semaine. Yannick Sinner, lui, il est sur un retour. Mais je me dis que physiquement, c'est là que ça peut un petit peu grincer de la part de Yannick Sinner parce qu'il n'a pas encore trouvé l'intégralité de ses repères et il va devoir encore monter en régime justement avec Roland Garros et les différents matchs qui l'attendent. Donc je vois une victoire de l'Espagnol en 3-7. Le grand absent de Rome, c'est Novak Djokovic, un joueur qui ne fait pas l'unanimité, un joueur clivant. Et justement, Joris a fait une excellente vidéo sur ça. Je t'invite à aller la voir ici.